vont à la Mecque, se mélangent aussi bien des pèlerins venus d'Inde que des pèlerins venus du bassin méditerranéen. Ils contactent à la Mecque le choléra, qu'ils transmettent dans tout le bassin méditerranéen, en France notamment, alors que dans les premières pandémies, le choléra entrait par la Normandie, la côte normande. À partir de la 6e, il entre en France par la côte méditerranéenne, notamment par Toulon. La France a été touchée par la seconde pandémie en 1932, la troisième en 1949, et en 1953-1954, la quatrième de 65 à 67, la cinquième de 84 à 92. En 1932, le choléra fait plus de 100 000 morts, dont plus de 20 000 dans le département de la Seine et 16 000 à Paris. En 1949, à peine plus de 100 000 morts, dont 23 000 dans le département de la Seine et 17 000 à Paris. En 1953-1954, près de 150 000 morts, et cette variation des morts résiste à l'augmentation de la population, l'augmentation de l'incidence de l'épidémie est beaucoup plus forte que l'augmentation de la population. Et puis il y a une décrue en 66, 44 000 morts, dont 6 000 à Paris, de septembre à décembre, et 5 400 en 66. L'épidémie de 84 fait 7 800 morts. Ce qui est important, cette décrue de la morbidité, de la mortalité cholérique, de ne pas faire illusion. Pour en prendre la mesure, il faut la comparer avec la Grande-Bretagne. En 1931-1932, le choléra fait 23 000 morts, dont 6 500 à Londres, donc plus de 100 000 à Paris. En 1948-1949, 53 000 morts contre plus de 100 000 à Paris, donc plus en France, pardon. En 1953-1954, 23 000 morts contre 143 000 morts en France. En 1966, 14 000 morts contre 44 000 en France. Et surtout, la Grande-Bretagne échappe totalement aux épidémies suivantes de 84 et 92. C'est qu'entre-temps, les autorités sanitaires s'étaient convaincues que le choléra, comme la fièvre typhoïde, se transmettait par l'eau, et elles avaient repensé en conséquence tout le système de distribution d'eau. Et la première grande enquête épidémiologique en Angleterre va être l'œuvre de John Snow, qui est considéré comme le plus grand médecin britannique de son temps, fameux pour avoir accouché la reine Victoria sous anesthésie. Il est convaincu pour des raisons, c'est un toxicologue, John Snow, raison pour laquelle il s'intéresse d'ailleurs à l'anesthésie, c'est un toxicologue et il considère, comme les toxicologues et comme général, on considère la maladie comme un empoisonnement. Et il parle de cette idée que si la maladie est un empoisonnement, le choléra agit localement sur la muqueuse digestive sans pénétrer dans la circulation sanguine. La preuve en était qu'il peut être neutralisé au premier symptôme par la chaux ou l'opium connu pour agir localement. La déshydratation et la diarrhée pour prouver que le poison ne traversait pas la paroi digestive. Snow en conclut que ce poison devait entrer dans le tract digestif par ingurgitation et en être expulsé dans les vomissures et les excréments des malades. Il suffisait alors que les égouts communiquassent d'une manière ou d'une autre avec le système d'adduction d'eau pour que le poison se transmisse proche en proche. Bref, il soutenait que la pollution de l'eau potable par les déjections cholériques constituait le mode de transmission du choléra. Mais il fallait évidemment valider ce raisonnement clinique. Et faute de pouvoir identifier le poison, puisque le bacille du choléra sera identifié par Koch dans les années 1880, il ne restait que l'enquête épidémiologique. Cette enquête épidémiologique est extrêmement connue. Snow remarque que dans un quartier il a des données statistiques sur l'incidence du choléra en 1854 à
Soho. Il remarque que dans un quartier, en quelques jours, l'épidémie a fait 89 morts, la plus violente de toutes les épidémies dont eut à souffrir Londres. Or, pratiquement, tous les morts se trouvaient à proximité d'une même pompe d'eau potable, devenue célèbre, puisque c'est aujourd'hui un site touristique, la pompe de Broad Street. 10 vivaient plus près d'une autre pompe, mais si impure que les habitants préféraient venir s'alimenter à celle de Broad Street. 3 enfants vivant eux aussi près d'une autre pompe allaient néanmoins à l'école près de celle-là, 2 autres représentant le bruit de fond épidémique. Réciproquement, seulement 6 morts habitaient près de la pompe de Broad Street, mais ne s'y alimentaient pas. Par ailleurs, dans le voisinage, une brasserie employant 75 ouvriers et une workhouse comprenant 535 pensionnaires n'ont eu aucun cas de choléra. Elles s'alimentaient à leur propre puits. Enfin, il se fut considéré comme un experimentum crucis, une expérience cruciale, une femme et sa fille demeurant dans un tout autre district de Londres, indemnes de choléra, en sont morts parce que la mère appréciait l'eau de la pompe de Broad Street et s'en était fait apporter une bouteille au moment de l'épidémie. C'est, écrit Snow, la plus concluante de toutes les preuves d'une connexion entre la pompe de Broad Street et l'épidémie de choléra. Il fit enlever le bras de la pompe par les autorités sanitaires et la mortalité diminua jusqu'à 7 ânes. Mais ce n'était pas concluant, car la mortalité avait déjà commencé de décroître, ce qu'il expliqua par l'exode de la population. Il fallait encore montrer que l'eau de la pompe était souillée par des déjections cholériques, autrement dit qu'elle communiquait d'une manière ou d'une autre avec des égouts. 2 compagnies se partageaient la distribution d'eau dans le sud de Londres. En 1849, elles puisaient toutes les 2 dans la Tamise, à Londres, où l'eau était polluée par le reflux des eaux d'égout avant la marée ascendante. C'est passé à Londres, et là, tout était rejeté dans la Tamise, mais en cas de marée ascendante, l'eau de la Tamise refluait vers Londres, ce qui fait que toutes les déjections se trouvaient concentrées dans la ville elle-même, où l'on puisait l'eau. Snow avait pu observer une incidence du choléra beaucoup plus élevée dans leur district que dans ceux des autres compagnies qui prenaient toutes leurs eaux ailleurs, à l'exception d'une compagnie, mais qui la filtrait rigoureusement avant de la distribuer au quartier le plus riche de Londres. Snow observe que 2 compagnies puisent leur eau dans la Tamise, et c'est or, entre 1849 et 1854, l'une des 2 compagnies incriminées avait reculé son alimentation en eau dans la Tamise à une vingtaine de kilomètres en amont de Londres, dans une partie du fleuve qui se trouvait à l'abri des marées, n'était donc pas polluée par le reflux des eaux d'égout avec la marée ascendante. Snow put alors réaliser ce qu'il appela la grande expérimentation, comparer l'incidence du choléra selon que les habitants buvaient l'eau de l'une ou l'autre compagnie. Donc les habitants du quartier s'alimentent soit la compagnie qui puise l'eau dans la Tamise, soit la compagnie qui puise l'eau en amont de la Tamise à Londres. Une partie du sud de Londres était desservie par une seule de ces 2 compagnies, une autre partie par la seconde et une troisième par les 2 ensemble. Cette dernière partie était la plus intéressante dans la mesure où toutes les autres conditions géologiques, sociales, économiques et urbaines étaient identiquement les mêmes, la seule variable étant le type d'eau consommée. L'incidence du choléra dans la partie alimentée par la compagnie qui continuait à puiser l'eau de la Tamise à Londres était le double de la partie alimentée par les 2 compagnies, tandis que la partie alimentée par la compagnie qui puisait son eau en amont de la capitale n'avait eu aucun décès. Dans la partie commune, Snow observa lors de nouvelles flambées épidémiques qu'il y a eu 9,5 fois et demi plus de décès colériques dans les maisons servies par la première compagnie que par la seconde. On dit, il a vraiment une expérimentation qu'il fait, il a à sa disposition, il sait à sa disposition quelles maison est alimentée par quelle compagnie. Et donc il peut savoir dans quelle maison les morts de choléra étaient alimentés par l'une ou l'autre compagnie. Évidemment, il n'a convaincu personne. Au mieux aurait-il montré que la pollution de l'eau potable était un facteur prédisposant. Cependant, il avait conduit son étude en étroite collaboration avec William Farr, le chef de la statistique générale du royaume, qui avait proposé la théorie la plus élaborée d'une transmission de la maladie
par l'air infecté de miasme colérique dont il avait donné une formule mathématique dont je vous fais grâce. L'idée était que les taux de mortalité seraient inversement proportionnels aux altitudes. Plus l'altitude serait élevée, plus le taux de mortalité colérique serait bas. Cette formule ayant été testée sur quelques cas, la transmission aérienne semblait validée. Farr pensait que c'était une transmission par l'air, conformément à la théorie miasmatique dominante des maladies qui se transmettait par des miasmes véhiculés par l'air. Néanmoins, Farr fut impressionné par les résultats de Snow et ordonna que désormais les sources d'alimentation en eau soient données pour chaque cas de mortalité colérique. Tant si bien qu'en 1856, il s'employa à démontrer que l'épidémie avait bien pour origine l'eau contaminée par les déjections cholériques. Mais entre-temps, il avait abandonné la théorie chimique des fermentations de débit pour adopter la théorie biologique de Pasteur. L'agent du choléra n'étant pas un poison, mais un germe vivant, la théorie de Snow trouvait alors sa consistance. Encore fallait-il identifier ce germe. L'ironie de l'histoire est que Filippo Pacini l'avait bel et bien isolé dès l'épidémie de 1854, 30 ans avant encore, et sa découverte n'était pas non plus passée inaperçue, puisqu'un de ses mémoires fut traduit en 1865 et que Prosper de Pietrasanta l'a cité, mais sans savoir qu'en penser, faute d'un cadre théorique adéquat. De la même manière, John Simon, Medical Officer of Health de la cité de la ville de Londres, responsable de la santé publique à Londres, n'admit la théorie de Snow que sur la base des expériences de Karl Kirsch, qui parvint à inoculer le choléra par voie digestive à des rats, expérience que John Simon fit dupliquer. Alors, le système anglais en général, londonien en particulier d'adduction, fut entièrement repensé, préservant l'île des futures épidémies. Ces recherches et ces discussions n'ont pas du tout échappé à l'attention des autorités sanitaires françaises. John Snow avait même déposé une copie de son mémoire sur le choléra à l'Académie des sciences pour concourir au prix Bréant décerné, je cite, à celui qui aura trouvé le moyen de guérir du choléra asiatique ou qui aura découvert les causes de ce terrible fléau. John Snow ne reçut aucune réponse, d'ailleurs ce prix n'a jamais été attribué. La raison en est que sa théorie semblait aller de soi, tout le monde admettait la transmission par l'eau, mais par ces effluves qui contaminaient l'air. Cette maladie digestive pourrait fort bien avoir pour étiologie une atteinte des voies respiratoires par le sang. C'est qu'en France, l'épidémie de 1849 avait été à l'origine de la seconde loi d'hygiène publique, après la loi limitant le travail des enfants, la loi de 1850 sur les logements insalubres. La première loi d'hygiène publique en France, là au sens pas de loi théorique, de loi parlementaire, c'est la loi sur le travail des enfants en 1841, qui a été promulguée à l'instigation des hygiénistes pour limiter le nombre d'enfants dans les familles ouvrières, puisque s'ils allaient à l'école, si on les empêchait de travailler, ils ne rapporteraient pas de revenus à leurs parents, et donc les parents cesseraient de faire des enfants, l'offre de main-d'œuvre diminuerait, et donc les salaires pourraient augmenter. Cette loi n'a pas eu d'effet tout simplement parce qu'elle n'a jamais été appliquée. On a été obligé de faire une seconde loi limitant le travail des enfants en 1874 avec, là on avait prévu des inspecteurs, elle ne sera pas plus appliquée puisque pour que les inspecteurs vérifient, il fallait que les conseils généraux votent les crédits pour rémunérer les inspecteurs, ce que les conseils généraux n'ont pas fait. La loi sur la limitation du travail des enfants ne sera appliquée qu'avec la loi sur l'instruction obligatoire. À partir du moment où les enfants doivent aller à l'école, ils ne peuvent pas travailler. Mais il y a eu une loi, donc à la suite de cette seconde épidémie de 49, une loi sur les logements insalubres, qui n'aura comme seul effet que de permettre à Haussmann de reconstruire entièrement Paris pour en faire ce qu'il pensait devoir être une ville de cour, en chassant toutes les usines dans les banlieues de Paris et en perçant de grandes avenues, en construisant des immeubles de rapport, bref, pour faire une ville de cour. Et
un des exemples, c'est qu'en France, on a fait, comme vous savez, des égouts magnifiques, des égouts que l'on faisait visiter aux souverains étrangers, et dans lesquels on fait tout passer, le téléphone, le télégraphe, etc. Tout passe par les égouts, maintenant le câble, tout passe par les égouts. Mais ces égouts sont tellement monumentaux que la pente est faible et que donc on est obligé toujours de prévoir des chasses pour pouvoir éliminer les eaux, et il y a donc des bateaux qui chassent l'eau. Alors qu'à Londres, on a fait exactement le même principe, simplement les égouts sont des sections beaucoup plus petites et la pente est suffisante pour ne pas avoir besoin de chasse. Mais surtout, en France, alors qu'il est obligatoire qu'un propriétaire connecte son immeuble aux égouts, rien n'est prévu au cas où il ne le ferait pas. Alors qu'en Angleterre, il est obligé de le faire, et s'il ne le fait pas, on le verra, c'est toujours la mesure que vont adopter les Anglais. Quand une mesure d'hygiène publique n'est pas prise, les autorités l'appliquent elles-mêmes et prélèvent de l'argent sur les revenus du propriétaire pour financer ces mesures. On ne se contente pas de dire à un propriétaire qu'il faut qu'il le fasse, on ne se contente pas de lui donner une amende, au troisième coup, on le fait pour lui et on prend l'argent pour financer les travaux. J'en dirai un mot tout à l'heure. Par contraste avec cette étude épidémiologique de Snow, la France a lancé deux grandes enquêtes épidémiologiques dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une première enquête sur la rage, qui va durer pendant 30 ans, qui donnera rigoureusement aucun résultat, qui apportera en 30 ans beaucoup moins de cas de rage qu'une année après la découverte de l'invention du vaccin par Pasteur. Mais cette enquête aura eu pour intérêt d'amener Pasteur à faire son vaccin sur la rage. C'est-à-dire que, évidemment, comme vous le savez, Pasteur n'est pas médecin, non seulement n'est pas médecin, mais il n'y connaît rien, et il a extrêmement peur de la maladie, une peur obsessionnelle, mais à partir des années 70, Pasteur entre dans les institutions hygiénistes et dit aux vétérinaires et aux médecins de lui dire quelles sont les maladies contre lesquelles il faudrait inventer un vaccin, et comme il y a cette enquête épidémiologique dont s'occupent les conseils de salubrité, on lui dit que de faire un vaccin contre la rage. Il se trouve que c'était le bon modèle animal. Une des raisons de l'hostilité de Robert Koch vis-à-vis de Pasteur vient du fait que pour lui, faire un vaccin contre la rage, ça n'avait rigoureusement aucun sens, puisqu'en Allemagne, il n'y avait pas de rage, et les muselières étaient obligatoires. Donc il n'y avait pas de chiens enragés et pas de morsures. Ça lui semblait être un vaccin sans intérêt. Mais Koch va essayer de découvrir, de mettre au point un vaccin contre la tuberculose. Il ne va pas y réussir, et d'ailleurs en se servant de la technique de Pasteur. Donc là, on a un cas de serendipity. Il se trouve que c'était le bon modèle animal pour faire un vaccin. Mais l'enquête épidémiologique elle-même n'a rigoureusement rien donné. La seconde enquête est plus significative, c'est une enquête sur le goitre et le crétinisme qui s'est prolongée pendant 10 ans. La France est hantée dans la seconde moitié du XIXe siècle par un fantasme de dégénérescence. La France est le seul pays européen, et les démographes ne savent toujours pas l'expliquer, qui a connu une baisse de sa natalité dès les années 1850, avec certaines années où la natalité est inférieure à la mortalité, au moment où les autres pays européens ont un excédent de population telle qu'ils vont coloniser le Nouveau Monde et l'Australie, ce que la France ne pourra pas faire. Elle va se construire un empire qu'elle va être évidemment incapable de peupler. Et il y a en 1857 un aliéniste qui s'appelle Morel qui a écrit un traité extrêmement
extrêmement populaire, dans lequel il explique que le dernier stade de la dégénérescence, c'était la stérilité, et donc il y a des débats à l'Académie de médecine extrêmement longs, extrêmement fournis, qui ont un écho dans la presse sur ce thème de la dénatalité de la population, la dénatalité française, qui serait un symptôme de dégénérescence, et ça va devenir un thème littéraire pendant tout le XIXe siècle. Donc, si on est sous le Second Empire, l'empereur décide de faire une grande enquête épidémiologique pour relever les cas de goitre et de crétinisme, et pour savoir s'il y a une corrélation entre le goitre et le crétinisme. Et pendant dans les années 1870, donc c'est pas lié au Second Empire, les statistiques générales de la France vont passer un temps considérable à faire l'inventaire de toutes les infirmités en France, les aveugles, les sourds, les bossus, les pieds-bots, etc. Il y a une statistique considérable. Et cette enquête sur le goitre et le crétinisme est une enquête qui a vraiment été faite, épidémiologique. Quand on va dans les archives départementales, il y a une série dans tous les départements sur le goitre et le crétinisme. On a un relevé de toute la population française commune par commune, et donc on sait exactement combien il y en a. Alors, on ne peut pas savoir si cette enquête est fiable dans la mesure où ce n'est pas des enquêteurs qui y sont allés, c'est-à-dire que le ministère demandait au préfet, le préfet déléguait ça à un employé de préfecture qui soit faisait le travail sérieusement, demandait aux médecins, soit remplissait lui-même les colonnes en fonction de ce qu'il pouvait imaginer. Mais en tout cas, ça a mobilisé, c'est la seule enquête épidémiologique qui était faite, et qui évidemment ne va aboutir à rien. La seule chose à laquelle elle va aboutir, c'est Baillarger qui va faire le rapport. Il va, malgré toutes les théories qui existent, notamment que le goitre n'est pas lié au crétinisme, que le goitre est un déficit, pour étiologie un déficit d'iode, etc. Lui va, parce qu'il a ce fantasme de la dégénérescence en tête, l'idée que le crétinisme est lié au goitre est le premier stade du crétinisme, et que le second, c'est le goitre. Donc on a là